Chers téléspectateurs et auditeurs de la télévision BF1 et de Radio Omega, bonsoir et merci aussi de nous rejoindre à l'Institut Free Afrique, à l'espace Sankara précisément, c'est ici que nous sommes. Ça fait quand même un bon moment que cet espace ne vous a pas accueilli, c'est la première pour l'année 2021. Soyez donc les bienvenus. Et nous sommes là pour un cycle, pour le cycle de conférences de l'Institut Free Afrique, cycle de conférences Praxis. Ça fait quand même, comme je l'ai dit, un bon moment. Une conférence prétexte pour effectivement présenter l'étude rétrospective et prospective 2020-2021, intitulée 2021, année précieuse. C'est de cela donc qu'il est question ce soir. Et avec moi, Ousmane Paré, rédacteur en chef de Radio Omega. Bonsoir Ousmane. Bonsoir Aubin. Ça sera ce soir en tout cas de bons moments de nourriture intellectuelle, c'est bien ça? Tout à fait. Merci à vous, cher aîné, Aubin Guébry. Un plaisir donc pour moi de partager ce plateau avec vous et Dr Ouedraogo. Madame, Monsieur, la conférence se déroulera de la façon suivante. Tout de suite, la présentation de l'étude par Dr Rassablega Oseidou Ouedraogo. Il le fera au nom de toute l'équipe de recherche de l'Institut Free Afrique qui a passé, j'en suis convaincu, des nuits blanches pour que s'éclairent nos chemins. Le docteur aura 1 heure pour cela. Juste après, la parole vous sera donnée afin qu'à votre tour, vous puissiez apporter vos contributions à travers des questions et également des suggestions. À ces questions et observations, le docteur donnera des éléments de réponse et ce sera la fin justement de ce premier rendez-vous de l'année 2021 avec l'Institut Free Afrique. Je souhaite à chacun de passer un bon moment. Merci Ousmane. Docteur Rassablega Oseidou Ouedraogo, top chrono, c'est donc parti. Merci beaucoup. Bonjour à tous et merci d'être là. On est très heureux de vous retrouver, ça nous a manqué. Certains d'entre vous nous ont fait la confidence pour dire que ça leur a manqué également qu'on se retrouve ici. Merci aux amis journalistes Aubin Guébry qui deviennent un peu fidèles finalement à de tels exercices avec l'Institut Free Afrique et à Ousmane Paré. J'ai le bonheur d'avoir deux de mes... Comment on va le dire en fait? On a un Samo à ma gauche et un Bissa à ma droite et je suis le prince Moaga, donc vraiment je suis ravi, je suis très honoré. Mais en tout cas, on est vraiment ravis de vous avoir pour faire cette discussion avec ce public. Je sais qu'il y a des gens qui sans doute nous suivent sur Facebook Live et que d'autres ont le bonheur d'avoir la discussion que nous allons entreprendre tout à l'heure via vos 2 médias qui sont très importants pour le pays. Je voudrais saluer, pour commencer, Papa Djiga, qui est l'excellent musicien, joueur du Koundé ou du Ngoni, c'est selon l'appellation en Moré ou en Djoula, en Bamana, qui est un musicien de grande renommée, mais puisque dans notre pays, en général, dans la musique, nous ne regardons que ceux qui ont juste la voix pour poser. C'est lui qui a fait l'excellente mélodie qui accompagne le chapeau de chef de Smarty. C'est un monsieur qui tourne sa bosse, qui traîne sa bosse partout dans le monde. J'ai vu une affiche où il était en 2017 à l'université de Princeton avec d'autres artistes burkinabés. On est très heureux que vous nous accompagniez ce soir, Papa Djiga. Merci beaucoup. Merci également, puisque je parle des artistes, à Abou Sidibé. Abou Sidibé, c'est un excellent artiste, sculpteur burkinabé qui a fait cette œuvre qui est la propriété de l'Institut Free Afrique. Ne venez pas voler, il y a un gris-gris dessus. Si vous venez, ça va créer des problèmes. Donc, c'est une propriété de Free Afrique qui a cette œuvre qui est exposée, qui est en vente. Pour ceux que ça intéresse d'être aussi privilégiés que nous qui avons du Abou Sidibé dans notre petite collection d'œuvres d'art à l'Institut Free Afrique. Merci à tous ceux qui ont aidé
organisé la soirée. Je ne peux pas les citer, sinon ça va être long. Mais je ne peux pas commencer à restituer l'étude sans parler de l'équipe de recherche. La formidable équipe de recherche, très jeune, que nous avons en Free Afrique. Je veux parler de Alice Traoré, qui est quelque part dans le groupe ici, économiste statisticien, excellente assistante de recherche ici. Je veux parler de son collègue Gérard Nikema, économiste statisticien, excellent assistant de recherche ici. Et de mon alter ego, un jeune économiste extrêmement brillant dont nous sommes extrêmement fiers, Mamadi Ouedraogo, qui est malheureusement en France pour les besoins de la soutenance de sa thèse, on espère dans quelques mois, qui a lui piloté l'étude avec moi. Et il y a d'autres aussi qui ont fait ce travail, mais essentiellement c'est cette équipe de recherche qui a conduit l'étude, que nous avons appelée 2021, année précieuse. Et le sous-titre, en réalité, c'est Conjurer les scénarios maliens. On aura l'occasion de revenir. Notre chargé de communication, Rodrigue Sekone, nous a indiqué que ça faisait trop long sur une affiche. Donc, on a enlevé les sous-titres. Alors, il faut qu'à la fin, je cite les équipes d'organisation, Estelle Songré, Eric Ouangré, Issa Ouedraogo et bien d'autres. Mais déjà, pour ne pas nous faire davantage attendre, je veux restituer un travail qui nous a permis, avec les collègues, de parcourir l'économie mondiale, africaine, burkinabé, 2021, 2021 et enfin de nous soumettre des pistes d'avenir pour notre pays. Donc, pour aller directement, si on veut parler de l'économie mondiale aujourd'hui, on ne peut que faire une place centrale à ce choc sanitaire incroyable, extraordinaire, historique, qui, à la date d'aujourd'hui, à la date de ce matin, 7h30, a touché plus de 102 millions de personnes testées positives et qui a fait des victimes de plus de 2 200 000 personnes à la date de ce matin. Et c'est des chiffres sans doute qui sont sous-estimés parce qu'il y a les cas asymptomatiques, il y a tous ces cas qui ont échappé aux statistiques. Vous le savez bien, quand on veut regarder qui sont les parties du monde, où sont les parties du monde où cette pandémie est la plus sévère, c'est d'abord en Amérique. Aux États-Unis, on a aujourd'hui près de 20 millions de cas. C'est en Europe. C'est dans des grands pays comme l'Inde, le Brésil, mais aussi la Russie et la France. Et le bonheur que nous avons, c'est d'observer une forme de résilience africaine, qui est que notre continent, sur les plus de 100 millions de cas, a moins de 3 millions de cas. Même si les victimes, les décès sont plusieurs dizaines de milliers, mais en tout état de cause, nous sommes les mieux lotis dans cette crise. Et si on regarde la situation africaine dans le détail, les pays qui sont les plus affectés, c'est d'abord l'Afrique du Sud, puis le Maroc, l'Égypte, la Tunisie et des pays comme l'Éthiopie. Donc, à l'exception de la Tunisie, ce sont de grands pays africains qui sont touchés. Grands pays tant par leur démographie que par leur économie. Comment on peut expliquer cette belle baraka que nous avons en Afrique? Les études concordent sur quelques paramètres. Le premier est la population urbaine qui est très faible. La densité de la population urbaine est très faible, donc l'accélération de la pandémie est plus ralentie. La deuxième, c'est la grande jeunesse de la population africaine, dont on parle souvent en termes de problématiques que ça induit, mais pour cette fois-ci, est une belle chance pour nous. Et aussi les conditions de notre climat qui encore sont des paramètres qui sont souvent regardés comme étant des problèmes, mais qui sur le coup sont des paramètres qui semblent nous mettre plus à l'abri que d'autres. Il ne faut pas trop crier avec des attitudes chauvinistes en considérant que c'est nos thérapeutes, c'est notre science, c'est nos politiques. La vérité est que ce n'est pas forcément l'action de l'homme en Afrique qui fait que nous sommes à l'abri. Ça ne discrédite pas tout ce qui se fait, y compris par des politiques publiques, certes pas suffisantes, mais qui, par moments,
ont pu prendre la bonne direction. Mais il faut savoir regarder cette réalité en face et savoir d'où nous parlons et pourquoi nous avons cette chance. Si on essaie de mettre cette crise sanitaire en perspective historique, on sait voir que malgré les plus de 2 200 000 personnes décédées aujourd'hui, quand on la compare à la grande peste de 1347-1359 qui a commencé en Chine, comme par hasard, et qui a affecté toute l'Asie centrale, l'Afrique du Nord et l'Europe, elle avait fait entre 25 et 40 millions de morts, soit un tiers de la population dans certains pays. Donc ça montre, ça nous replace dans la perspective historique. Si on compare la pandémie au choc de la grippe espagnole du début du siècle, précisément à la fin de la Seconde Guerre, vers la fin de la Première Guerre mondiale, 1918-1919, qui a aussi une origine asiatique, qui arrive aux États-Unis et par les troupes américaines qui viennent aider la France pour se libérer, affecte l'Europe, affecte la France et l'Europe, et qui est appelée la grippe espagnole simplement parce que l'Espagne avait le malheur d'avoir une excellente liberté de la presse à l'époque et en conséquence, sa presse en parlait plus que d'autres pays. Elle a fait entre 20 et 30 millions de morts en Europe et jusqu'à 50 millions de morts dans le monde. Ça nous montre que la perspective de dizaines de millions de morts ne serait pas quelque chose d'inédit dans l'histoire. Ça montre que si les victimes en termes de personnes décédées sont massives, elles sont moins que ces deux crises que je viens d'indiquer, mais en tout état de cause, on sait que la conséquence économique semble être sans commune mesure. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Donc l'impact sur l'économie mondiale, quand on la regarde, les économistes disent que c'est un choc d'offres et un choc de demande. Qu'est-ce que ça veut dire pour le choc d'offres? Ça veut dire simplement, c'est un événement adverse qui affecte la capacité des entreprises à produire. Parce qu'on a confiné, parce qu'on a fermé les usines, parce qu'on a arrêté la circulation, parce qu'on a fermé les frontières et parce qu'on a entravé d'une manière ou d'une autre par des gestes ripostes, par des mesures ripostes, la production. Donc c'est un choc qui affecte la capacité à offrir. C'est un choc de demande parce qu'à cette occasion, les revenus inexistants ne permettent pas aux consommateurs d'exercer leur action d'achat. Et y compris des fois quand les revenus sont là, l'activité d'acheter un bien ou un service est contrariée par ces gestes-là. Et les taux de chômage sont très très élevés dans un pays comme les États-Unis où ça a atteint à un moment donné le quart de la population active. Je lisais un économiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Ah-Joon Chang qui indiquait qui a une grande perspective historique toujours en économie, qui indiquait que cela veut dire que sur ce paramètre, cette crise, avec ce paramètre aux États-Unis, est sans précédent parce que la crise de 29 des années 30 n'avait pas connu des records aussi élevés en termes de taux de chômage aux États-Unis. Le commerce mondial est entravé. Il y a une hausse très importante de l'endettement des pays qui n'étaient pas déjà au meilleur en termes de finances publiques, parce que qu'ils vous souviennent qu'il y a 12-13 ans en arrière, on avait la crise des subprimes 2007-2008 qui avait nécessité des plans de relance très importants pour sauver en particulier le secteur financier, et en conséquence, qui avait laminé les finances publiques des États. Et on se retrouve dans une situation où les États doivent repartir dans des plans de dépenses importants, en particulier dans le secteur de la santé. Donc ça a un effet très important de dégradation des finances publiques de ces pays. Au niveau mondial, quand on regarde, aussi bien la pandémie que dans le choc économique, c'est bien entendu les pays avancés, dits avancés, qui sont les plus affectés. En raison du fait qu'ils ont eu les mesures de riposte les plus importantes, aussi en raison du fait que la structure de leur population les rendrait beaucoup plus vulnérables à ces chocs-là. Quand on regarde ici le graphique que vous avez là, vous pouvez voir donc que les économies avancées, dont le taux de croissance est la courbe en bleu, en 2020, ça fait un plongeon extraordinaire où on se retrouve à moins 5,8% de taux de croissance. Et la courbe en vert,
c'est l'économie mondiale. Et la courbe en bleu, en rouge, ce sont les économies émergentes et en développement. Elle a moins plongé que les autres pays avancés. Ça, c'est la réalité. Maintenant, ce qui s'envisage ici en termes d'évolution 21, 22, 24, ça, ce sont les perspectives. Mais déjà, pour montrer que si vous regardez le creux qu'on avait connu avec la crise de 2008-2009, qui est là, on voit très clairement que cette crise économique est beaucoup plus sévère que cela. Donc ça, c'est la première chose qu'on s'est indiquée. Donc, s'il est vrai qu'au plan du nombre de malades, du nombre de victimes, ce sont les économies avancées qui sont les plus affectées. Au plan économique également, ce sont ces économies qui sont les plus affectées. Il y a des conséquences négatives sur lesquelles on peut épiloguer. Je veux juste insister sur 2-3 points. Dans les pays avancés, on observe une sorte de formidable concentration dans les différents secteurs des services, du commerce, ainsi de suite. C'est par exemple la problématique Amazon dans les services en ligne, à savoir que les petites unités de production, les moins grandes unités de production ont été tellement fragilisées qu'elles ont disparu, elles sont en plus grande difficulté, émergent et les grands se renforcent. Ça fait une concentration plus importante. Ça a des conséquences plutôt négatives sur l'économie mondiale. Et aussi la capacité dans ces économies développées à acquérir, à retrouver des compétences pour faire face aux situations économiques difficiles, s'est dégradée. Quand on regarde les conséquences négatives dans le monde en développement et les pays émergés, on sait voir que les coûts de création d'une entreprise se sont renforcés, mais aussi que les crimes et les violences ont augmenté dans le monde en développement en marge de cette pandémie. Et qu'il se développe une sorte de perte de confiance beaucoup plus exacerbée dans le monde en développement vis-à-vis des gouvernants. En tout cas, c'est le résultat d'une enquête qui a été faite auprès de plusieurs milliers d'hommes d'affaires dans le monde. On a pu le constater ici, les contestations populaires des mesures, les remises en cause de certaines autorités qui ont été beaucoup plus sévères dans d'autres pays qu'ici, mais qui sont symptomatiques de cela. Mais il y a aussi des impacts positifs. Je reviendrai là-dessus quand on parlera de l'économie burkinabé, mais au niveau mondial, on sait voir une sorte de retour des États, même s'il est insuffisant. Parce qu'on a vu des États se mettre en premier plan, prendre des mesures, y compris des mesures au plan social, très importantes, peut-être pas suffisant encore, mais c'est un retour de l'État. On a vu également que la protection sociale a été renforcée dans certains pays et que les pays qui ne l'avaient pas de façon forte, comme les États-Unis, en dépit de leur richesse, souffrent du fait qu'ils n'ont pas un système de protection important. Au niveau du monde en développement, on sait voir quelque chose de très intéressant, sur laquelle je vais revenir quand je vais parler de notre pays, c'est que notre capacité, le monde en développement, sa capacité à attirer les talents, s'est accrue. D'abord parce que dans les pays comme les nôtres, la pandémie est moins sévère et que les mesures barrières sont moins contraignantes. Et que de l'autre côté, c'est complètement déglingué. C'est beaucoup plus déglingué qu'ici. Et qu'en conséquence, notre capacité à attirer les talents, y compris les talents locaux, nous avons le bonheur d'avoir Papa Djiga. Je ne suis pas certain que s'il n'y avait pas Covid, il ne serait pas en train de vadrouiller aux États-Unis ou à Princeton. C'est que cette situation nous met dans une position d'attractivité plus importante des talents à tous les niveaux, y compris les talents internationaux. Ça, c'est rapidement au niveau mondial. Si on veut regarder au niveau africain, il faut se rendre compte que s'il y a un faible impact au plan stricto-sanitaire avec le nombre de personnes infectées et le nombre de morts, il y a de gros effets économiques qu'on peut voir à plusieurs niveaux. D'abord, par le budget. Les budgets de l'État ont été dégradés, à savoir des États ont été dégradés parce que les recettes ont diminué. Dans le même temps, les dépenses devaient être plus importantes. Donc, ça a dégradé la situation des pays. Par exemple, une étude de la BAD montre qu'on a un doublement des déficits budgétaires en 2020, qui passe à 8% du PIB. Le déficit budgétaire, en gros, c'est les dépenses que l'État réalise sans en avoir les ressources immédiatement. Et en conséquence, il va s'endetter pour financer ces dépenses-là. Donc, c'est les dépenses de l'État à crédit, on pourrait dire en gros, pour faire court. Ça a doublé en 2020. Il se trouve qu'il y avait des pays africains qui étaient déjà dans une situation difficile en termes
de déficit budgétaire comme l'Angola, qui avait déjà un niveau d'endettement de plus de 110% avant cette crise. Et ça se dégrade de manière plus importante pour l'Angola. Et vous savez pourquoi? Parce que, comme le Nigeria, comme l'Algérie, ces trois géants économiques, Nigeria, Algérie, Angola, sont très dépendants du pétrole. Et la crise économique est une crise qui fait qu'on a besoin de moins de pétrole. Donc les cours du pétrole sont très bas. Et en conséquence, les recettes d'exportation du Nigeria ont plongé, en Algérie, en Angola de la même manière. Les recettes d'exportation du pétrole représentent 94% des recettes d'exportation au Nigeria. Ça représente 95% en Angola et 96% en Angola et 95% en Algérie. Et dans ces trois pays, leur budget dépend à plus de 65% des recettes pétrolières. Donc ça montre très clairement que cette conjoncture les affecte. Ce sont de grandes économies africaines. Donc toutes les économies africaines qui sont exportatrices, qui dépendent beaucoup du pétrole sont affectées, ou du tourisme sont affectées, aussi bien qu'un pays comme le Botswana, comme la Libye, comme l'Afrique du Sud, comme le Maroc, la Tunisie, le Nigeria, l'Angola, ainsi de suite, sont dans les difficultés. Il se trouve que si le pétrole est très bas, les autres matières premières, qui sont bien souvent les principales recettes d'exportation des pays africains, sont également à des niveaux bas, même si c'est beaucoup moins sévère que pour le pétrole, les hydrocarbures, on va dire en gros. Et qu'il y a juste une exception à cela, c'est l'or. Et par bonheur, nous avons de l'or au Burkina Faso et nous en aurons encore davantage demain. Donc c'est un point sur lequel il faudrait qu'on discute. Un autre canal de transmission en dehors du budget et des prix des matières premières, c'est la question des transferts des migrants. Mais peut-être, je vais vous montrer les graphiques sur le cours du baril ici. Donc vous voyez comment le cours du baril a craché de façon très importante. Ça, c'est le graphique de 2010 à 2020. Vous voyez très clairement comment le cours du baril a baissé de façon importante. Également comment le cours du coton, qui a un peu résisté, qui n'a pas connu vraiment un crash important avec la Covid, mais qui est quand même resté un cours faible par rapport au moment historique du début des années 2010, par exemple. Et si on va sur d'autres paramètres comme l'or, c'est là qu'on voit quelque chose de tout à fait opposé, à savoir que l'or est à son meilleur niveau. Il n'a jamais été aussi bien coté. C'est une excellente nouvelle, il faudrait qu'on revienne là-dessus. L'autre canal de transmission, le troisième dont je vais parler, ce sont les transferts des migrants. Les transferts des migrants, c'est en réalité la première source de financement externe du continent. C'est plus important que tout. C'est plus important que l'aide au développement. C'est-à-dire les nôtres, les diasporas africaines qui sont dans le monde, les Bissa qui sont en Italie, les Samoa ils sont où je ne sais, ils ne sortent pas beaucoup. Bon, nous aussi on est partout et les aussi. Voilà, qui envoient un peu d'argent. Et quand on fait le point, ces ressources cumulées par an dépassent l'aide au développement sur le continent. Et comme ces migrations se sont faites dans des parties du monde qui sont aujourd'hui les plus affectées, comme l'Italie, comme l'Europe, comme l'Amérique, et bien entendu donc, les recettes ont baissé de façon très importante, les transferts ont baissé de façon très très importante. Et aussi l'aide au développement, parce que dans les pays les pays donateurs, il y a une crise qui va faire en sorte que leur capacité à aider, à donner de l'aide va baisser. Y compris l'investissement également est en baisse. Donc c'est un canal très important pour comprendre la situation de la crise en Afrique, parce que ce canal permet de voir que sans doute l'impact socio-économique va être sévère sur le continent. Parce que nous avons par ce biais des moyens pour colmater la misère, des moyens pour réaliser moins souvent de l'investissement, mais en tout cas des investissements pour faire des transferts de stabilisation. Donc quand c'est aussi affecté, ça va être difficile. Je ne vais pas trop m'étaler sur la situation africaine, mais je ne peux pas ne pas parler, en particulier parce que mon ami, le professeur Ousseni, il est en face de moi à côté, je ne peux pas ne pas parler de la zone de libre-échange continentale, qui est dans la grande actualité africaine des mois passés du moment. À savoir donc que plus d'une quarantaine d'États africains ont signé un accord de libre-échange continental. Et on peut se poser la question,
s'il n'y a pas une sorte d'anachronisme, en tout cas de moment, de situation complètement paradoxale. Parce que même si c'était pensé bien avant Covid, mais en tout cas, la pandémie crée une sorte d'impossibilité à commercer dans une large mesure. Et c'est en ce moment qu'on a un accord de commerce intra-africain beaucoup plus important. Ça, c'est la première chose que je vais dire. La deuxième chose sur les CAF, donc, la zone de libre-échange continentale, c'est qu'elle est censée traiter des problèmes importants, notamment la faiblesse du commerce intra-africain. Qu'est-ce à dire? Que dans la plupart de nos pays, quand on regarde qui sont nos partenaires commerciaux, c'est-à-dire ceux avec lesquels on vend et on achète, c'est essentiellement d'autres pays que des pays africains. Qui fait donc que notre commerce entre nous est faible. C'est une situation qui n'est pas favorable à la diffusion de la prospérité entre nous. Donc cette zone de libre-échange est censée régler ce problème. Elle est censée accélérer la croissance africaine. Elle a été saluée avec beaucoup d'enthousiasme. Je veux toutefois dire 2 remarques importantes sur cette zone. À l'Institut Free Afrique, nous pensons qu'il faut faire extrêmement attention à ce mythe mondialiste de l'effacement des frontières et du grand capital qui va organiser des grands marchés pour le bonheur des nations. D'autant que nous considérons que la Covid révèle la fragilité d'une telle perspective. Vous avez vu aujourd'hui comment est-ce que les thèses libre-échangistes, pour ce qu'il en restait, qui étaient déjà très érodées avec la crise de 28 et de 2008, ont été complètement explosées, y compris dans les nations qui en étaient les plus grands défenseurs. En 2003, j'ai participé à un colloque, c'était mon premier colloque scientifique, et il y a eu un papier qui a été publié à travers ce colloque dans un ouvrage collectif où je parlais du panafricanisme, et je finissais le papier en indiquant qu'il faut avoir peur de la phagocytose néolibérale du panafricanisme. Qu'est-ce à dire? Que le grand rêve de l'unité africaine, le grand rêve d'un espace intégré africain, le grand rêve de l'effacement des frontières entre nous, qui a été un rêve séculaire depuis les fils d'Afrique de la diaspora, William Dubois, depuis Garvey, jusqu'aux fils africains du continent comme Nkrumah, comme Cabral, comme Modibo Keïta, jusqu'à Sankara, jusqu'à la continuité aujourd'hui, jusqu'à la jeunesse aujourd'hui qui s'en vante, que ce grand rêve peut être récupéré par le mythe néolibéral. À savoir que ce grand rêve peut rencontrer l'idéal néolibéral qui est un idéal d'exploser les frontières pour qu'on commerce ensemble. Donc, nous insistons sur le fait qu'il faut distinguer l'idéal panafricaniste de construction d'ensemble collectif africain suffisamment fort pour nous défendre et défendre nos intérêts sur la scène internationale, d'une part, et la dérive néolibérale de la casse des États et des frontières pour laisser le grand capital et le commerce se faire, bien souvent au détriment des États. Parce que nous considérons à Free Afrique qu'à l'initialisation du développement, il y a une question indépassable. C'est celle du protectionnisme. Aucun État au monde, il y a de très rares exceptions à cette règle, ne s'est constitué en tant que puissance économique, en particulier en tant que puissance industrielle, sans au préalable avoir organisé pour ses producteurs, pour ses industriels, des espaces d'apprentissage dans lesquels ces industriels ont pu monter en puissance, se constituer avant de réclamer l'ouverture des frontières pour faire la bagarre avec les autres, pour s'exporter parce qu'ils étaient devenus entre-temps forts. Ça a été le cas de la Chine, de la Corée du Sud, de tous les succès d'Asie du Sud-Est. Ça a été le cas de la France, des États-Unis, de la Grande-Bretagne. Bref, ça a été le cas de l'histoire du développement. Donc, pour dire que si notre zone de libre-échange ne pose pas la question de la protection des marchés africains en faveur des industriels africains, même s'ils n'existent pas, il faut les créer, et que nous parlons simplement de l'abolissement des frontières, de l'effacement des frontières africaines, nous aurons organisé un espace de jeu pour des producteurs non africains. Parce que nous considérons également, pour finir sur la question de la zone de libre-échange, que
question des frontières ne peut pas être dépassée simplement en disant si on explose les frontières, on sera tous heureux. Non. Personne n'a fait cela, y compris ceux que nous essayons de singer comme l'Union européenne. L'Union européenne s'est constituée ces 50 dernières pas en effaçant les frontières, non, mais en les déplaçant. Les frontières intérieures ont été repoussées vers l'extérieur, ce qui fait donc que les barrières vis-à-vis du monde méditerranéen et africain ont été rehaussées au propre comme aux figures. Mais les barrières entre Européens ont été abolies. Donc si nous parlons d'abolir les frontières entre nous, et que nous n'indiquons pas comment nous devons constituer des frontières entre nous et les autres, ne serait-ce que pour montrer où sont nos limites à nous, nous ne sommes pas en train de faire une œuvre de développement. Mais bon, je suis convaincu que nous reviendrons en discussion là-dessus. Donc pour finir là-dessus, je vais juste indiquer ici que si vous regardez le taux de croissance du monde africain comparé de la région Afrique comparée au reste du monde, on sait voir donc que l'Afrique est en rouge ici. En 2020, elle a plongé, mais elle a moins plongé que la moyenne mondiale. Et ce que j'indiquais tout à l'heure, à savoir les transferts, vous avez ici une enquête qui a été faite au Burkina Faso par l'Institut national de la statistique et de la démographie, et auprès des ménages, qui ne sont pas des ménages ruraux, où on voit très clairement que l'évolution des revenus des entreprises non agricoles, il est très clairement dit, vous voyez la partie en orange ici, je ne sais pas pourquoi on a mis orange, bon, c'était comme ça, c'est l'RSD qui a mis orange, je ne sais pas si le patron de l'RSD s'habille souvent en orange, mais il est clair qu'ils indiquent pour près des 3 quarts que leurs revenus sont inférieurs à ce qu'ils étaient avant la crise. Donc ça montre également qu'on a cet effet qui est là, en particulier dans le pays. Donc vous avez compris que j'évolue maintenant, après le monde, la région Afrique, vers notre pays, le Burkina Faso, qui est caractérisé bien entendu par cette crise mondiale, mais qui vient se superposer à d'autres crises qui existaient. En réalité, nous sommes dans une conjonction de crises multiples au Burkina Faso. Le pays n'est pas en crise. Le pays ne fait pas face à une crise. Le pays est confronté à une multitude de crises. Il y a une crise sécuritaire bien évidente, on en discutera. Il y a une crise humanitaire induite par cette crise sécuritaire, qui fait qu'aujourd'hui, un Burkinabé sur 20 est hors de son toit et hors de son logis. Il y a une crise communautaire dont on a discuté ici, je pense il y a 2 ans, à l'occasion de l'effroyable drame de Yirgou. Il y a une crise sanitaire, bien évidemment. Il y a une crise économique, il y a un choc économique. Donc nous sommes en réalité au confluent de plusieurs crises. Et quand nous regardons l'influence que ces crises ont sur notre taux de croissance, je ne sais pas si j'ai le graphique, si je l'ai. On sait voir ici donc les taux de croissance du Burkina Faso, de la région Afrique et de la Côte d'Ivoire. Vous allez voir donc qu'en 2020, nous sommes à un niveau, ici c'est 2020, désolé, c'est pas lisible, ici c'est 2020. En 2020, la courbe en bleu qui est celle du Burkina Faso est de moins 2% de taux de croissance. Ça veut dire que nous sommes en crise économique. Et qui est dans la moyenne africaine, et qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, qu'on a mis juste comme ça, parce qu'il y a aussi beaucoup de Mossi là-bas, mais pas seulement des Mossi, s'en sort plutôt mieux. Mais dans l'UEMOA, le pays qui a le mieux résisté, c'est le Bénin, qui a un taux de croissance de plus de 2%, qui a 2%, pendant que nous, on a moins de 2% aujourd'hui. Il faut donner quelques secondes à ce chiffre. Il est inédit dans notre histoire moderne. On n'a jamais connu un taux de croissance de moins de 2% annuel au Burkina Faso. Mais il est curieux qu'on n'en parle pas. Vous pouvez dire, ok, la croissance n'est pas importante. J'insiste toujours, la croissance est un élément de volume global, de quantité globale et qui est décisif. Ce taux veut dire qu'en 2020, par rapport à 2019, le revenu moyen au Burkina Faso a baissé. Le revenu national a baissé d'abord, a fortiori le revenu par tête. Parce qu'entre-temps, la population aussi a augmenté. Donc, dans cette conjonction de crise, on a une situation dans laquelle des secteurs sont dans une double, voire une triple peine. La double peine, c'est que vous avez le fait que des entreprises qui étaient déjà très fragilisées, des secteurs économiques qui étaient déjà très fragilisés par la crise
économique. Je vous renvoie à l'étude qu'on a publiée en décembre 2018, je crois, ou c'est 2019, de Free Afrique sur l'impact économique de l'insécurité sur le Burkina Faso et les pays du G5 Sahel, qui montrait très clairement que des secteurs comme l'hôtellerie, le tourisme, la restauration, mais aussi les BTP, l'industrie était très affectée par le transport était très affecté par la crise sécuritaire. Et bien entendu, quand vous regardez les hôtels qui avaient tous les problèmes liés à l'insécurité, et que le fait qu'une ville comme Ouagadougou, on touche du bois, a été épargnée depuis plusieurs trimestres, et que ça tentait de repartir, en particulier avec la fréquentation locale, on est aujourd'hui Covid avec les gestes barrières, ça fait une sorte de double peine pour ce secteur. Aujourd'hui, l'association des hôteliers et restaurateurs nous indique que près de la moitié des établissements hôteliers est quasiment à l'arrêt sur le territoire. Vous avez vu l'impact que ça a sur les revenus des entreprises. Et aussi, on a une situation dans laquelle des entreprises pensent que leur perspective sera bien moindre, moins bonne que celle qu'elle était avant la situation de la crise. Et il y a une enquête qui a été faite par un institut de recherche ici indépendant qui indique que 60% des salariés enquêtés indiquent que leur revenu est moins important qu'avant la pandémie. 60% des salariés. Donc plus d'un salarié sur deux. C'est très majeur. Donc il y a ces secteurs qui ont cette double peine. Il y a le secteur... Quand il y a des enquêtes qui ont été faites, en particulier par la Banque centrale, qui montrent que le secteur du commerce, du gros et du détail, la restauration, les transports et les BTP, c'est dans cet ordre. Au Burkina Faso, qu'on a les secteurs les plus affectés. Donc, commerce du gros et détail, restauration et hôtels, le transport, entrepôt et commercialisation, et puis, quatrièmement, les BTP, qui sont affectés. Mais on voit un effet asymétrique, c'est-à-dire que tous les secteurs ne sont pas affectés de la même manière et toutes les régions ne sont pas affectées de la même manière. Il y a des personnes dont le cycle économique est quotidien, au sens où elles se lèvent le matin et puis elles vont affronter la vie économique réelle pour tirer la pitance de demain, sinon la pitance du jour même. Et ces personnes sont bien entendu beaucoup plus affectées par les mesures qu'on a connues au départ de fermeture des marchés et ainsi de suite. Free Afrique avait fait beaucoup de travaux là-dessus, pour regarder ça sur notre site internet. Vous pouvez imaginer que, bon, comme les marchés ont rouvert, c'est fini. Non. Pour les pauvres, quand il y a un choc, quand il y a un événement qui les affecte pendant plusieurs semaines, cet événement peut avoir de la mémoire sur plusieurs trimestres, voire des années. Parce que le peu d'épargne qu'ils avaient peut être parti comme cela, et donc leur capacité à résister devient faible. Et quand on regarde, toujours dans ces effets asymétriques, les petites et moyennes entreprises ont été beaucoup plus affectées que les grandes entreprises, comme ça a été le cas dans les autres parties du monde. Et les mesures de ciblage pour essayer de relancer les mesures sociales n'ont pas su aller précisément sur ceux qui étaient les plus défavorisés. Par exemple, que vous faites une mesure sur la facture d'eau, c'est très bien, mais il se trouve que les plus vulnérables d'entre nous ne payent pas de facture d'eau parce qu'ils n'ont pas accès à l'eau potable d'abord. Même pas une bonne pompe qui donne de l'eau potable. A fortiori d'avoir l'adduction d'eau chez soi. Donc ça, c'est quelque chose qui est connu que dans nos pays, avec les appareils statistiques aussi faibles, avec l'administration aussi peu développée, le ciblage des bénéficiaires attendus d'une politique est rendu difficile. Donc on a tout cela qui est en cause. Mais je vais insister sur une chose importante de cette situation, c'est le fait que ça a créé une sorte de concurrence d'agenda qui fait que finalement, les agendas existants avant, comme les conflits communautaires, comme la question sécuritaire, qui peinaient du reste à avoir la dragée haute, en particulier dans les villes, ont été largement dépassés par l'agenda Covid. Il y a une légitimité à cela, mais ça veut dire que le pays ne ressent pas la chose de la même manière. Parce qu'ils vous souviennent qu'on était à plus de 3000 écoles fermées avant Covid. Mais on n'a pas eu un débat national, on n'a pas eu une mesure systématique là-dessus. Mais quand il y a eu quelques cas au début, on a fermé toutes les écoles du pays, y compris les écoles de l'intérieur du pays. Ça montre une situation d'inégalité politique. À savoir que quand ça concerne les élites urbaines, eh bien, ça concerne tout le pays. Et quand ça concerne les majorités de l'intérieur du pays, eh bien, ça concerne personne. En termes hypothétiques, on peut donc estimer
que la pauvreté va augmenter dans notre pays, a sans doute augmenté, même si on n'a pas encore mesuré. La Banque africaine de développement estime qu'on a probablement fabriqué 50 millions de pauvres à l'occasion de cette pandémie sur le continent. On doit en avoir quelques dizaines de milliers dans notre pays. Que les inégalités sont sans doute renforcées et que ces inégalités, malheureusement, peuvent davantage avoir de la mémoire, se soutenir dans le temps, en particulier parce que le secteur de l'éducation est affecté. Et ça, c'est un problème majeur. À court terme, il y a la perturbation des calendriers scolaires, il y a les défauts, il y a les retards dans l'acquisition de compétences, mais qui peuvent avoir des effets cumulés. Ceux qui ont des enfants, ceux qui ont des neveux, ceux qui sont intéressés par cette question, savent très concrètement combien les enfants sont dans la difficulté, qui est qu'a priori, l'agenda de l'année passée n'a pas été complètement terminé, et l'agenda de l'année a commencé, et c'est comme une situation où chacun doit se démerder pour savoir comment il fait. À long terme, l'effet sera désastreux. On a aujourd'hui des milliers d'élèves qui n'ont pas appris des choses qui étaient indispensables à apprendre par eux pour leur niveau. Et on n'a pas traité la question. Et on a le fait que ceux d'entre nous, sans doute nombreux ici, qui ont plus de moyens, ont pu traiter la question de façon ad hoc pour leurs enfants, pour leurs neveux, pour leurs protégés, pour leurs proches. Et les majorités qui ne peuvent pas le faire vont devoir voir cette tare se reconduire. Là, il faut faire très attention à ce que la massification des problèmes qui minent les universités africaines et burkinabées aujourd'hui ne descendent pas jusqu'au niveau préscolaire, scolaire, lycée et primaire. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a une situation incroyable à l'université où on est en 2021, mais en fait, on est en 2019 sur les papiers universitaires. Il y a une année, ça devient finalement trois fois une année, et ainsi de suite. C'est une sorte de schizophrénie incroyable, y compris pour les étudiants. C'est vraiment un trauma difficile pour les étudiants. Il faut avoir peur du fait que ça ne descende plus bas. Ce n'est pas la question du jour, mais il faut se rendre compte que ça pose ce problème-là. En définitive, il faut se rendre compte que l'éducation, c'est le moteur de la mobilité sociale. C'est elle qui permet, en principe, de monter. Qui fait que si vous êtes le fils des pauvres, mais que vous avez le bonheur d'avoir quelques dotations et d'avoir une université ou d'avoir une école, vous êtes en capacité de rattraper les autres. Et c'est cela qui est méritant. Si cette éducation est en panne, en particulier pour les pauvres, la capacité des pauvres à monter en mobilité sociale est réduite et ce n'est pas une bonne nouvelle pour la stabilité aujourd'hui comme demain. Et une dernière chose importante, c'est que cette crise sanitaire, son impact sur l'éducation, par la déscolarisation, peut se raccrocher à l'impact sécuritaire. Parce qu'on sait aujourd'hui que quand vous mettez des jeunes garçons hors de l'école, vous les mettez davantage sur le marché du recrutement de qui vous savez. Donc là, on a vraiment une conjonction de crises sanitaires et sécuritaires dont les conséquences peuvent se conjuguer pour le malheur des majorités et pour des difficultés pour l'avenir du pays. Quand on regarde la situation humanitaire dans notre pays aujourd'hui, elle est extrêmement dramatique, plus que ce que nous disons. Nous avons une situation dans laquelle on a plus d'1 millier de déplacés, ça s'appelle des réfugiés. En réalité, on le dit de façon très politique pour dire que ce sont des déplacés. Parce qu'il suffirait simplement qu'ils aillent quelques mètres de l'autre côté de la frontière, vers le Ghana ou vers le Niger ou le Mali, pour qu'ils deviennent juste déplacés, juste réfugiés et pas déplacés. Ça veut dire qu'un Burkinabé sur 20 a fui son toit, a fui son village. Un Burkinabé sur 20. Si nous sommes 100 aujourd'hui, ça veut dire que dans la statistique, on devrait avoir 20 réfugiés si on veut être 20 déplacés internes, si on devait être représentatif. Enfin, 1 sur 5 personnes plutôt déplacées internes. Dans la salle ici, dans l'espace ici pour être conforme à cela. Même pire, nous avons aujourd'hui plus de 3 300 000 personnes qui sont en insécurité alimentaire. Ça veut dire un Burkinabé sur 7. Un Burkinabé sur 7 est en insécurité alimentaire aujourd'hui. Il y a une petite centaine de centres de santé, 91, qui sont à l'arrêt total. Il y a plus de 233 centres de santé qui tentent de fonctionner. Et qui privent donc des centaines de milliers de personnes du droit à la santé. Il y a plus de 2000 écoles qui sont aujourd'hui fermées, ça a été plus important, qui empêchent 350 000 élèves d'aller à l'école. C'est un drame humanitaire grave.
on pourrait imaginer continuer l'exercice dans le secteur de l'agriculture pour montrer combien ça peut être difficile, en particulier dans l'élevage. Et ça, c'est quelque chose, encore une fois, qui a à voir avec l'insécurité. Les populations pastorales sont particulièrement affectées avec la fermeture des frontières, qui peut les sédentarités de force et en conséquence exacerber la concurrence pour les ressources et alimenter la conflictualité. Donc là, nous avons également une sorte de double peine qui est là. C'est dans ce contexte que nous pensons que nous avons une année 2021 qui est une année précieuse. Pourquoi? Elle est précieuse parce que elle est le début d'un quinquennat qui suit un premier qui n'était pas excellent. Maintenant qu'on est sorti de la campagne électorale, on peut se parler en se regardant droit dans les yeux, puisque le quinquennat passé à fabriquer 1 million de déplacés. Bon, on va me dire que je ne suis pas gentil en disant qu'il a fabriqué, mais de fait, il a été en difficulté de traiter la question de 1 million de déplacés. Il a été en difficulté de résoudre la question alimentaire pour 1/7 de la population burkinabé. Donc, on peut nous parler des bitumes et tout. Dans la réalité, nous avons une situation inédite. Donc, si on veut que ce quinquennat, quelle que soit notre coloration politique, comporte un peu d'espoir pour les majorités dans notre pays, pour ces populations en particulier, il faut considérer que le début de ce quinquennat est décisif pour donner un signal, pour donner ce signal-là. Que s'il y a un nouveau souffle à envoyer, eh bien c'est maintenant qu'il faut l'envoyer, et sinon on ne l'aura pas. Il est décisif parce que le calendrier électoral chez nous fait qu'en réalité, vous savez qu'en 2024, 2025, on ne va pas faire autre chose que s'agiter pour savoir quelle est la personne qui va avoir la capacité à déterminer la louche des huiles, pour dire qui peut avoir un peu d'huile, qui peut avoir un peu de sauce et qui pas, et bien entendu qui va se servir en premier, si ça se passe comme ça se passe toujours. C'est une année précieuse parce que c'est une année de réflexion nationale sur notre stratégie de développement. Le Programme national de développement économique et social, le PNDS, arrive à terme. Et on doit, dans les semaines à venir, dans les mois à venir, être doté d'un nouveau plan de développement. Donc, c'est une année précieuse. L'occasion de ce plan peut être celui d'une prise en compte beaucoup plus systématique, beaucoup plus objective des problèmes réels du pays comme l'insécurité, le drame humanitaire, le drame sanitaire, la crise économique, ou on peut le louper. C'est aussi l'occasion d'apprendre les leçons des autres plans antérieurs. Et donc, c'est une année précieuse pour nous. C'est une année précieuse du reste pour le monde, qui a là un moment philosophique inédit pour réfléchir sur une situation où tout nous pousse à réfléchir, y compris le fait qu'on nous enferme chez nous pour dire restez là-bas pour réfléchir, comme si c'est ce que la Providence nous appelait à faire. C'est un moment inédit pour l'Afrique, pour réfléchir sur sa condition, et c'est un moment précieux pour nous. Ce moment précieux s'ouvre sur une nouvelle économie politique. Au sortir des élections, on a une nouvelle configuration politique qui est caractérisée par le fait que le MPP et ses alliés sont plus que jamais forts. Si on considère leur poids électoral mis ensemble et si on considère leur poids au Parlement. Désormais, on n'a pas 3 baobabs, on a un énorme baobab avec un baobab fétiche et chétif en face. Cette reconfiguration politique fait donc que on a une sorte de configuration proche de la situation du CDP avant l'insurrection. On a une configuration qui fait qu'au final, si on veut se poser la question de qu'est-ce qu'il faut en attendre, là j'ouvre la dimension perspective, on peut en attendre pas grand-chose dans le contenu. Moi je le crois parce que nous avons évalué les programmes économiques et sociaux, on pourra en discuter. Au plan stratégique, on peut en attendre que la contestation ne pourrait venir que de la société civile, comme on le dit toujours, ou des lieux insoupçonnés et non organisés. Donc des non-lotis qui pourraient enflammer le pays, les villes, ça peut se passer dans les semaines à venir. La bombe foncière peut exploser. Des jeunes qui en ont marre, y compris dans nos universités, qui sont des lieux de massification de la misère humaine. Mais aussi de la fonction publique qui est traversée par des contradictions importantes. Ou de la société civile qui contesterait la gouvernance minière comme nous on l'a fait, ainsi de suite.
Mais en définitive, dans la société politique, le problème ne peut venir que de l'intérieur du système, puisque tout le monde y est en majorité. Ça ressemble à la configuration de ATT avant qu'il ne parte, et c'est proche de la configuration de IBEGA avant qu'il ne parte. C'est pour cela que nous indiquons qu'il faut faire attention au scénario malien. Qu'est-ce que le scénario malien? C'est le scénario de l'indolence joviale. Nous avons eu notre deuxième mandat, il n'y a rien en face. Devant c'est Kaba, bon, ce n'est plus lui. Et puis on fait comme on veut. Il n'y a personne, hein, on est fort. On va faire passer ce qu'on veut faire passer. Et puis de toute façon, c'est notre dernier mandat, on se voit déjà en fin 2025, on veut savoir combien de béton j'aurais accumulé personnellement, combien de voitures j'aurais eu, combien de réserves j'aurais fait, ainsi de suite, personnellement. Donc, l'accélération de la corruption, des dérives dans tous les sens, et de l'arrogance. Ça vous rappelle quelqu'un peut-être? Karim Keïta et son sacré père de IBK, et on a vu comment ça s'est terminé. Ils s'y voyaient déjà la fin, que la fin s'est précipitée à eux. Comme ATT. Donc ce scénario malien, il faut le prendre très au sérieux, parce que regardez aujourd'hui ce qui se passe au Mali. Depuis quelques semaines, dont l'arrestation de mon ami Rasbat au Mali, personne n'en parle aujourd'hui parce que les gens sont fatigués du Mali. Une jeune qui fait quelque chose d'incroyable dans ce beau pays, le Mali, on est fatigué en fait. Si ça nous arrive, c'est ce qui arrivera en fait, une sorte de lassitude sur la question burkinabé qui commence à être une question trop perlée. Et ce scénario malien est d'autant à considérer que si vous regardez la personnalité, la trajectoire du président Kaboré, elle est dans une forme de jumellarité avec celle du président Ibrahim Boubacar Keïta. Ils ont tous été ministres, premiers ministres, président du parti au pouvoir, traversée du désert, transition politique, président de la République, premier mandat, deuxième mandat, et patatras pour l'autre, et boyabla, comme le disent au Mali. Dans une sorte de grande certitude, ça s'est terminé pas comme ils pensaient. Voilà. Donc il faut prendre cela très au sérieux, on pourra le discuter tout à l'heure. Et si c'est ce scénario, c'est un scénario de dérive de notre processus sociopolitique, de nos processus institutionnels, qui ont connu quand même des avancées. Deuxième perspective, c'est une sorte de quatriard, pour le dire en moré, ou surukuloro, pour le dire en bamana, en d'autres termes, le marché des hyènes, où on se dit, hey, on ne sait pas quand est-ce que le marché là va se lever, chacun n'a qu'à prendre sa part tout de suite. Et dans ce chacun n'a qu'à prendre tout de suite, il y a Zaïbo, donc tout le monde se jette dessus pour prendre sa part, et ça précipite la fin du marché. C'est possible. Donc il faut faire attention également à cela. Mais que ce soit le scénario malien, que ce soit quatriard, c'est un scénario de dérive. C'est pour cela que l'année est précieuse pour relancer le pays. C'est pour cela que nous devons considérer que ce n'est pas une question de réussir le mandat de quelqu'un ou pas, mais que c'est un moment précieux pour remettre le pays dans la bonne direction. Il ne s'agit pas pour nous de décompter les points dans une perspective électoraliste. Il s'agit de faire le travail que nous essayons de faire toujours, qui est celui de l'intellectuel, du chercheur qui veut amener dans le débat public ce qu'il voit sous son analyse pour conjurer le pire et renforcer les chances d'avènement du meilleur. Et vous le dites si bien, docteur, ça fait peur, la situation que vous décrivez là. La question qu'on a envie de se poser, c'est tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire? Merci de me permettre d'aborder la dernière partie donc de l'exposé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ne pas faire certaines choses. Nous avions indiqué en décembre qu'il fallait, et vous étiez là, dans cette cour, qu'il ne fallait surtout pas traîner pour mettre le gouvernement en place. Bon, ils ont déjà fait cette erreur, on n'en parle plus. Il faut surtout éviter qu'on retombe dans la concurrence des agendas secondaires. Qu'est-ce à dire? C'est que les problèmes importants, mais catégoriels, s'amoncellent sur la table nationale et on ne parle que de ces problèmes. Moi-même et les miens, on a ces problèmes. Lui-même et les siens ont ces problèmes, ainsi de suite. Et donc, il n'y a plus le nous. C'est ce qui s'est passé en 2016, en 2017,
en 2018 dans notre pays, où on a servi des priorités qui n'étaient pas des priorités nationales. Première chose. Deuxième chose, il faut éviter l'indolence joviale là pour dire il n'y a plus de défis. Il n'y a pas d'élection à gagner. De toute façon, moi, je vais partir. On espère qu'il ne pense pas à autre chose que partir en 2025, hein, parce qu'il doit bien savoir que ce n'est pas possible autrement. Mais enfin, il faut arrêter cela. Et surtout, il faut, à l'occasion du plan national de développement, éviter d'avoir... Il faut apprendre les leçons du passé. Et dans ces leçons du passé, parce que nous, on suit à Free Afrique les politiques publiques depuis longtemps, on avait évalué la SCAD en cours et à la fin, on a évalué le PNDS au tout début, en cours et à la fin. On se rend compte que nos stratégies de développement sont fondées en général sur des diagnostics qui ne sont pas de bons diagnostics. Les diagnostics sont sommaires, sont trop vite faits, partiels, bref, peu systématiques, et en conséquence ne font pas place aux vrais problèmes du pays, dont le doublement de la population chaque 25 ans, dont la bombe foncière, dont la nature très jeune de notre population qui a ses défis immédiats. 58% de la population burkinabé a moins de 20 ans. 58% de notre population a moins de 20 ans. Ceux qui ont 60 ans ne sont que 4% de la population. Il faut en tirer les conséquences immédiatement. Il faut aussi se rendre compte que notre plan de développement, si on doit le faire, il faut se rendre compte qu'il y a des risques qui vont nous affecter. Et nous, on le répète depuis le début, depuis 2016 au moins, que dans l'occurrence des chocs chez nous, on sait qu'on n'a jamais connu depuis très longtemps 6 bonnes saisons agricoles qui se sont succédées. En d'autres termes, chaque quinquennat, on a toujours la maldonne d'une mauvaise saison, si ce n'est pas plus. Donc dans le plan 2021-2025, il faut dire que ça pourrait revenir. Et s'y préparer dès à présent. Il faut se rendre compte que les chocs sociopolitiques sont très récurrents chez nous. Si bien que quand vous regardez ces chocs, regardez ici, la récurrence des chocs au Burkina Faso, 2011, 2012, 2013. Regardez comment les chocs sociopolitiques se sont succédés, les chocs sociaux avec les grèves, les chocs climatiques, donc des problèmes agricoles liés au fait qu'il n'y a pas assez de pluie, sanitaire, insécurité. On a plusieurs situations. Donc il y a une récurrence statistique dont on doit tenir compte à ce niveau. Qui fait également qu'on se rend compte que les objectifs ont été affichés sans se rendre compte qu'il y a des éléments qui peuvent les perturber, qui sont des éléments quasi certains, et qu'on n'a donc pas préprogrammé les réponses à ces éléments qui pourraient arriver. Si bien que quand vous regardez la SCAD, comme ici, regardez dans ce tableau, la SCAD voulait avoir la belle trajectoire de la courbe en vert, de 8,5% de taux de croissance à 18%. La belle trajectoire. Et ça a été exactement le contraire. Le PNDS voulait avoir la belle trajectoire de la courbe en vert, et ça a été le plongeon que vous voyez. Mais ce plongeon ne dépend pas forcément d'un gouvernement. Il dépend de l'occurrence de chocs que nous savons aujourd'hui, pas certains, mais quasi certains. Donc il faut les prendre en compte et faire en sorte que, à l'occasion du nouveau plan de développement, on soit en mesure d'avoir un plan qui soit le plus proche possible de la réalité. Je reviens en arrière pour dire que on a souvent dit que l'insécurité s'est réduite beaucoup dans notre pays. Regardez la situation très concrète avec les données de Al-Khaled que vous pouvez trouver sur Internet. Vous avez en bleu, en rouge d'abord, on va dire en rouge, cette courbe-là, le nombre d'attaques. Donc quand vous regardez le nombre d'attaques, effectivement, le nombre d'attaques a stagné. Mais en réalité, ça a augmenté de quelques dizaines d'attaques, de 2019 à 2020. Donc c'est qu'on dit que les attaques ont baissé, ce n'est pas vrai. Hein. Les statistiques montrent le contraire. La sévérité a un peu baissé parce que le nombre de victimes, pertes à vie humaine, est un peu moins grand en 2020 qu'en 2019. Mais ce n'est pas des différences importantes. Mais surtout, regardez ces graphiques. Regardez la fréquence quand on nous compare aux autres pays du G5 Sahel. Regardez 2019, nous étions au même niveau que le Mali en termes de fréquence. 2020, effectivement, le Mali est beaucoup plus important que nous. Mais nous sommes très loin devant le Niger et devant le Tchad et en particulier la Mauritanie. Ça, c'est la fréquence des attaques terroristes et des problèmes d'insécurité.
Mais cette fois-ci, quand vous regardez la sévérité, en d'autres termes, le nombre de décès civils, en 2019 et en 2020, nous sommes le pays le plus affecté devant le Niger et le Mali, en termes de sévérité. Donc, il montre qu'il y a un agenda à organiser à ce niveau, et cet agenda doit être constaté dans notre plan de développement. La dimension de la sécurité. Si nous continuons à faire le chauvinisme en disant « Oh, c'est réglé avec VDP, c'est réglé », ce n'est pas réglé. Et il faut en particulier qu'on se rende compte que sur la question du financement du plan, on ne pourra plus faire le théâtre de 2016, de la table ronde de Paris qui aurait amené 18 000 milliards et tout le monde a demandé son million. Parce que quand on divise 18 000 milliards par 18 millions de personnes, chacun doit avoir 1 million. Comme les Samoa et les Bissa ne comprennent pas cette affaire, on dit, ils ont dit il faut leur million. C'est le moment pour nous de faire de la vraie pédagogie, de se rendre compte que le monde est déglingué. Le monde entier se porte très mal au plan économique. Donc à l'occasion de notre plan de développement, disons-nous la vérité. Disons la vérité à la population pour dire que, à tout le moins, cette fois-ci, on n'ira pas chercher ça à Paris. Mais il se trouve que la situation est celle dans laquelle notre secteur financier, en gros, ne s'est jamais aussi bien porté qu'aujourd'hui. Les banques, les assurances, les sociétés de bourse, dans notre pays, ne se sont jamais, en gros, autant bien portés qu'aujourd'hui. Et au niveau sous-régional, il y a des possibilités de financement. Donc, il faut faire en sorte que la leçon que nous devons apprendre du PNDS, c'est que la démagogie d'aller dire qu'on a amené des valises d'argent qui n'existent nulle part va se retourner contre nous. Mais que nous avons là une chance de faire en sorte qu'un discours de vérité nous permette d'aller regarder où est-ce qu'il y a des ressources au niveau local pour organiser notre développement à notre niveau. Je vais insister encore une fois que ce plan de développement doit connaître la structure de la population burkinabé, doit connaître les problèmes récurrents dont les problèmes climatiques et qu'il doit permettre de faire face aux grands défis de la nation. Je vous renvoie à l'étude qu'on a abondamment discutée sur BF1, sur Omega et dans la presse et qui est sur notre site également, sur les 12 défis de la nation qu'on a publié en novembre à l'occasion des élections. Je vous renvoie là-dessus. Mais je veux dire qu'il y a un agenda important qui est celui de la gouvernance électorale et démocratique. Parce que si on se dit la vérité, on sait que les élections passées, on a échappé belle. Il s'est passé des choses graves qui ne nous ont pas amenés dans le précipice, mais prenons le temps de les traiter. Et qu'il se pose deux problèmes importants. C'est notre constitution qui est devenue une arlésienne. On ne sait pas quand est-ce qu'elle va arriver finalement, mais il faut qu'elle arrive pour cristalliser l'avancée démocratique ou en tout cas les perspectives d'avancée, la lutte antiterroriste, les conflits communautaires, la lutte anticorruption, je reviendrai là-dessus pour finir, et l'opportunité de développement endogène. Parce qu'en réalité, c'est ça qui nous est donné aujourd'hui. Nous avons une capacité à attirer les talents, y compris les nôtres, qui est beaucoup plus importante aujourd'hui qu'hier. Il faut arrêter juste de dire qu'on va faire des masques locaux et puis porter le masque pour dire... Il faut faire ça, hein, parce que les dames qui en vivent, c'est important. Mais ce n'est pas simplement cosmétique. Ça doit être une nouvelle manière de voir les choses pour dire qu'en définitive, personne ne développe personne. On se développe. Et que si la crise peut nous apprendre ça, elle aura été une crise importante. Il faut qu'on se rende compte d'une chose. Que si on regarde la multitude de crises à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, sécuritaires, sanitaires, humanitaires, communautaires, économiques, on peut se demander, est-ce que finalement, nous ne sommes pas des pays ingouvernables? En particulier, quand on regarde ce que les gens appellent l'incivisme. Est-ce que finalement, on peut faire grand-chose? Nous sommes ingouvernables tant que nous ne réussirons pas à produire de la confiance. La confiance est ce qui manque le plus dans notre pays aujourd'hui. Sans confiance, il n'y a pas d'économie. Sans confiance, il n'y a pas de nation. Il faut qu'on produise la confiance. Comment produit-on de la confiance? On la produit en faisant en sorte que dans la gouvernance d'un pays, il y ait de l'éthique. Ce n'est pas de dire les gens vont à l'église le dimanche et puis aller à la mosquée. Il faut faire ça. Mais l'éthique, ça veut dire s'engager contre la corruption. Pas seulement pour gagner de l'argent à cette occasion, mais pour rétablir la confiance. L'éthique, ça veut dire l'exemplarité. L'éthique, ça veut dire le courage de dire la vérité.
et d'affronter les problèmes. Pour produire la confiance, il faut de l'éthique. Pour produire la confiance, il faut de la compétence. Pour comprendre les problèmes, saisir les problèmes, les analyser et donner du sens pour bien les comprendre. Pour produire de la confiance, on a besoin de vision. Qu'est-ce que la vision? C'est le monde alternatif que nous voulons. C'est les secteurs alternatifs que nous voulons. C'est le monde autre que nous souhaitons. Il faut rêver cela et communiquer cela. On a besoin, pour construire, pour avoir de la confiance, d'avoir de la vision. Et on a besoin de communiquer pour avoir la confiance. C'est en parlant avec les autres qu'on a la confiance. En particulier, pour partager cette confiance, en particulier pour afficher cette exemplarité, en particulier pour faire en sorte que les problèmes des uns et des autres ne dominent pas les problèmes de nous tous, les problèmes de la société. Je suis convaincu que nous avons une année précieuse. Si nous voulons en tirer le meilleur, nous devons produire de la confiance et refuser d'accepter l'inacceptable qui consiste à dire puisque les terroristes sont là, on fait avec. Puisque la crise économique est là, on fait avec. Puisque les politiciens sont corrompus, on fait avec. Puisque la corruption est là, on fait avec, on fait avec. Si on continue à faire avec, on va disparaître. Mais si nous sommes en capacité de considérer que nous avons un moment dans lequel nous pouvons ensemble empoigner nos problèmes, je suis convaincu qu'il n'y a rien qui pourrait résister au pays de Thomas Sankara. Je vous remercie. Merci donc au docteur Rassabouga Seydou Ouedraogo. Avant d'ouvrir la parole aux intervenants, Paris, je voudrais déjà que le docteur parle succinctement d'une question. Il a parlé de concurrence d'agenda, de priorités développées qui ne seraient pas en vérité des priorités nationales. Je vais parler de la question de la réconciliation nationale qui visiblement a pris le pas sur les autres défis de la nation actuellement. Vous avez été rapporteur justement de commission des réformes et de la réconciliation nationale. Je voudrais que vous vous exprimiez justement sur cette question qui est devenue prioritaire. Merci beaucoup, Ben Grébré. Je ne vais pas dire que la réconciliation n'est pas un problème majeur. C'est un problème majeur. Parce que nous avons produit en 2015 un rapport important. Je suis désolé que ce rapport ne soit pas connu, qu'on n'en parle pas. À un moment où on veut que la réconciliation soit un agenda prioritaire, en tout cas affiché comme tel par le gouvernement. C'était un rapport du pays. L'État a payé pour cela. Et on a beaucoup travaillé pour cela. Ce que je veux dire pour faire court, si la réconciliation est entendue comme je suis gentil, j'avais fait une plainte contre toi, je la retire, il n'y a pas de problème, on s'entend et puis c'est réglé. Oui, on t'a chassé, on te ramène quand même, on est entre nous, on est tous burkinabés, on est tous beaux, on est bien. Si la réconciliation, c'est de dire, finalement, il faut lui donner aussi un peu pour qu'il arrête de gueuler, qu'il arrête de se plaindre, ainsi de suite. Elle va nous amener dans le scénario malien ou dans le quatriard, et donc dans le pire. Mais il y a des chances pour cela. Il y a beaucoup qui ont cette conception, et du reste qui l'affichent. Si nous considérons plus sérieusement que la réconciliation, c'est un problème de la société politique burkinabé, même là on aurait tort. Ce n'est que la quatrième priorité de la réconciliation, à mon avis. Nous avons 4 priorités dans la réconciliation. La première priorité, c'est la réconciliation entre nos communautés. Vous ne pouvez pas dire que Yirgou ne s'est pas passé. Vous ne pouvez pas dire que tout baigne à Barsalogo. Vous ne pouvez pas dire que nous étions ce pays formidable dans lequel l'ethnie, la religion et la religion n'étaient pas des paramètres décisifs dans l'espace public. Nous le sommes moins aujourd'hui. Donc, c'est le chantier majoritaire de la réconciliation. Parce que c'est ça qui fait des morts. C'est ça qui nous altère en tant que peuple exceptionnel. La deuxième réconciliation, c'est celle entre l'État et la population. Qu'est-ce que c'est que cet État qui se vante de reprofiler le bitume à côté de Free Afrique? C'est très gentil pour nous,
et qui n'amène pas l'eau potable à plus d'1 million de déplacés et qui laisse des organisations internationales humanitaires venir donner la pitance aux gens à Titao. Nous ne construisons pas la nation comme cela. C'est la deuxième priorité de la réconciliation. Créer une réconciliation réelle entre l'État et la population en amenant l'eau, en résolvant les problèmes concrets des gens, en arrêtant de faire en sorte que quand ça concerne les élites urbaines, ça concerne tout le pays, et que quand ça concerne les majorités populaires, ça ne concerne personne. Parce que notre population en veut à cet État, qui fabrique des inégalités, qui la déconsidère, qui vit sur son dos et qui lui tourne le dos. La troisième priorité de la réconciliation, c'est la réconciliation au sein même de l'État. Nous avons documenté en 2015 plus de 5065 cas de dossiers de bris de carrière. Qu'est-ce que ça dit? C'est des gens qui sont dans l'administration et qui ont été brisés d'une manière ou d'une autre, de façon injuste, et l'État n'a pas réparé. C'est ça la réconciliation à l'intérieur de l'État. La réconciliation à l'intérieur de l'État, c'est les inégalités entre les salaires qui alimentent les conflits et les grèves. C'est le traitement de cela, la réconciliation à l'intérieur de l'État. Et c'est seulement, quatrièmement, la réconciliation entre les amis d'hier et les ennemis d'aujourd'hui qui seront les amis de demain. Si nous considérons ça, on a un formidable véhicule à 4 roues. Et la 4e roue gauche là, c'est là-bas qu'il y a les politiciens. Les 3 roues majoritaires, la réconciliation communautaire, qui est aussi interreligieuse, intra-religieuse, la réconciliation entre l'État et les populations, pour amener les services publics. Donc la réconciliation, c'est l'économie, la réconciliation au sein de l'État pour que les conflits s'arrêtent, et la réconciliation entre ceux qui de toute façon vont s'entendre. Merci, docteur. Oui, parlez. Merci bien, Robin Guiré. Merci, docteur.